Dans l'épisode précédent, Martine Laroche-Joubert devient grand reporter pour la télévision française par la force des choses. Dans cet épisode, elle donne naissance à son deuxième enfant. Malgré la peur, elle repart très vite pour l'Afghanistan en 1983. Martine Laroche-Joubert revient aussi sur le sentiment de peur, notamment à son arrivée à Sarajevo en 1982, aux côtés de l'humanitaire Isabelle Achour, à qui elle dédiera un documentaire, Une mort sans importance, des années après son décès. Épisode 4, des années au front. J'ai eu Constant longtemps après Alexia, ils ont 12 ans de différence. Je suis restée pendant quelques mois pour m'occuper de lui. J'ai présenté un peu le journal de midi. Mais je me souviens très bien de la première fois où je suis partie. Il avait un peu plus d'1 an. Et je le vois encore comme ça, tout petit, derrière la vitre. On habitait au rez-de-chaussée. Je m'étais séparée de son père, avec qui je m'entends aussi toujours très bien. J'ai raté ma vie sentimentale, mais j'ai réussi mes divorces. Et il me faisait au revoir comme ça de la main. Et c'était compliqué, c'était en 1983. Je partais pour l'Afghanistan et à ce moment-là, il n'y avait pas de portable. C'était très compliqué de téléphoner. Je partais pour 15 jours, 3 semaines, c'était difficile de savoir. À ce moment-là, Kaboul, l'Afghanistan était sous occupation soviétique. C'était la guerre. Et je partais là-bas avec Christophe de Ponfilly qui avait fait juste avant un documentaire sur Massoud, le grand opposant aux soviétiques. Il a mené la vie dure, qui faisait la guerre contre eux. Et Christophe était persuadé qu'on allait nous arrêter tous les deux à la sortie de l'avion. Bon, on a quand même pris le risque. On est arrivé à Kaboul, on ne nous a pas arrêtés. On nous a mis 2 guides qui parlaient un français parfait derrière nous. Et on est resté comme ça une 12aine de jours. Je me souviens que les guides ne nous montraient que des choses qui n'avaient aucun intérêt, l'inauguration d'une école. Il y avait une chose qui m'avait frappée. J'étais à l'université de Kaboul et je me souviens que j'étais très, très, très mal habillée. Et en tout cas, j'arrive à l'université de Kaboul et c'était, je crois, le seul point positif de l'occupation soviétique. Les filles avaient des jupes très courtes. Vous savez, les soviétiques, c'est toujours l'égalité homme-femme. Donc, les filles avaient des jupes très courtes et moi, je me sentais là dans des pantalons informes, pull informe, peut-être, foulard, enfin bon, complètement décalés. Et on sortait de temps en temps avec Christophe la nuit pour interviewer des gens opposants en se cachant. Et je me souviens qu'on était une fois à l'ambassade des États-Unis, c'est peut-être pour le Nouvel An, je sais plus. Et l'ambassade qui était complètement cadenassée avec des Marines qui surveillaient les alentours. On imaginait déjà occupation soviétique à Kaboul, voilà. Et il nous avait dit, mais vous devriez arrêter de sortir la nuit, hein, vous êtes complètement cinglés, vous allez vous faire tuer. Et on rentre avec Christophe. Et dans ma chambre, je me dis, bon, il faut quand même que je fasse attention. Puis j'attache mon soutien-gorge à la porte et à la télé, pour qu'au moins, si on ouvre la porte, je sois prévenue. Et on était tout seuls dans l'hôtel, il n'y avait que Christophe et moi dans l'hôtel. Et la lumière s'éteint, la télé tombe, tout tombe. Je me suis dressée dans mon lit, je sais pas, dans mon imaginaire, j'étais sûre que j'allais voir un type avec un couteau pour me tuer. Et puis rien. Je sors de ma chambre, on se retrouve avec Christophe et on descend à la réception et ils nous disent c'est un tremblement de terre. Ah bon, c'est un tremblement de terre. Ouf, c'est rien. Pour toutes ces aventures, on a fini par être expulsés. C'est la première fois donc que je quittais mon petit garçon qui était vraiment tout petit et c'était une souffrance. J'avais pas du tout peur qu'il m'arrive quelque chose à moi, mais j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose à lui. Heureusement, sinon j'aurais jamais pu faire ce métier. J'avais une tante qui n'avait jamais eu d'enfant, qui habitait Biarritz, et je l'appelais vraiment du soir au matin pour lui dire Mamaï, parce que je l'appelais comme ça. Mamaï, s'il te plaît, tu peux venir tout de suite parce que je pars ce soir, je prends un avion ce soir, etc. Parce qu'évidemment, la télé ne se préoccupe pas du tout du fait que vous avez des enfants ou pas, si vous avez quelqu'un pour le garder ou pas. Elle vous dit, vas-y. Bon, vous dites non si vous n'avez personne pour garder des enfants. Et moi, j'ai eu de la chance parce qu'évidemment, le salaire d'Antenne 2, assez minable, le salaire journaliste, ne me permettait absolument pas d'avoir des nounous diplômés. Mais tout ça, ça s'est pas trop mal passé parce que j'avais quelqu'un, donc ma tante, parce que je m'entendais bien avec les pères de mes enfants,
qui ne m'ont jamais fait aucun reproche de quoi que ce soit, qui s'occupaient aussi des enfants. Mais ça n'a pas empêché quand même la culpabilité terrible, quoi, de les laisser. Surtout mon petit garçon, quoi, qui était vraiment tout petit. J'avais toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. C'était ça mon angoisse. Ça s'est pas trop mal passé parce que finalement, Alexia comme lui, ils ont réussi leurs études. Moi, je voyais mes confrères qui avaient aussi des enfants, dont les femmes s'occupaient de leurs enfants, et ils n'avaient pas la même culpabilité que moi. Moi, j'étais par moments dévorée, ça me rendait malade. En plus, il y a toujours des gens pour vous dire « Mais pourquoi tu pars ? Quand même, c'est complètement cinglé, tu es séparé de leur père, c'est irresponsable, c'est égoïste. » Et pendant la première guerre du Golfe, justement, ça m'est arrivé, c'est-à-dire que j'étais là-bas pour couvrir la guerre à Bagdad, et le directeur de la rédaction a fait savoir qu'il voulait m'appeler. Ce téléphone n'était pas simple, même à l'époque, en 91. Donc, je l'ai eu au téléphone et il m'a dit « Je t'ordonne de rentrer ». J'ai dit « Mais je suis là pour couvrir la guerre ». Il me dit « Je t'ordonne de rentrer. Tu as des enfants, c'est complètement irresponsable, je ne peux pas te laisser là ». J'ai hésité à mentir, à lui dire il y a pas d'avion, on a fait un vote dans l'équipe, moi j'avais voté contre partir, il y en a 2 qui ont voté pour partir. Finalement, je suis arrivée à Amman, en Jordanie, j'étais en morceaux, et j'appelle Alexia, et Alexia me dit « Mais tu es où ?» Et je lui dis « Je suis à Amman ». Et elle me dit, elle devait avoir 14 ans, « Mais qu'est-ce que tu fous à Amman ? C'est à Bagdad que ça se passe. » Oh là là. Me faire comme ça réprimander par ma fille. Du coup, je suis repartie, mais ça a été compliqué pour avoir de nouveau un visa, et je suis quand même repartie à Bagdad. Mais ça a pris quand même beaucoup plus de temps que je ne l'aurais voulu. Et après, quand ils ont été plus grands, surtout Constant, ils étaient absolument, en réalité, ravis que je parte. Parce qu'ils faisaient des fêtes effrénées. Il a commencé à faire ça, je pense, à l'âge de 10 ans. Avec ses copains, c'était un souk insensé. Ma tante qui avait 80 ans, gérait à peu près tout ça. Il y a une part d'égoïsme là-dedans, parce que les émotions qu'on a dans ce genre de reportage sont tellement fortes. Tout ça, c'est comme une drogue. Vous pouvez devenir vraiment shooté à l'adrénaline, bien que, quand on est sur le terrain, ce qui compte, c'est ce qui se passe devant vous. C'est pas vous là-dedans, c'est ce qui se passe devant vous. Et essayez de raconter une histoire le mieux possible. C'est ça qui compte. Il vaut mieux d'ailleurs être très calme sur le terrain et ne pas se laisser guider par l'adrénaline, parce que dans ces cas-là, on va de plus en plus loin, à chaque fois. Mais la guerre du Golfe a quand même été un tournant, parce qu'il y avait beaucoup de filles sur le terrain. Il y avait Marine Jacquemin pour TF1, il y avait d'autres filles. Et à la rédac, ils se sont rendus compte qu'envoyer des filles sur le terrain, c'était plutôt un plus, parce que les gens se disaient, tiens, comment ça se fait qu'il y a une fille sur le terrain, comment elle se débrouille avec son mari, ses enfants. Enfin, que les gens se posaient des questions et qui s'intéressaient à nous. Pas forcément en tant que journaliste, mais en tant que femme. Voilà. Et moi, à l'époque, dans les années 90, j'ai commencé donc sur ces terrains dangereux. On m'a souvent posé la question si mon regard était différent de celui d'un homme. J'ai pas l'impression que mon regard soit très différent. Je pense qu'il y a autant de regards qu'il y a de personnes. Mais c'est vrai que spontanément, je m'intéresse souvent aux femmes sur le terrain. Plutôt que de suivre la vie d'un homme, je m'intéresse au quotidien des femmes sur les terrains dangereux. Comment elles réagissent, comment elles font, comment elles gèrent leur famille, en revanche. Donc voilà, tout ça, ça m'intéresse plus parce que je suis une femme. Et je me suis rendu compte aussi que, à partir du moment où il y avait une femme dans une équipe, en réalité, les gens nous regardent différemment que si j'étais un homme. Ils ont peut-être plus confiance. Quand il y a une femme, les gens se confient plus facilement. Ils nous accueillent plus facilement chez eux. Je vous dis ça parce que ce sont mes confrères hommes qui me le disent. Ils me disent, avec toi, c'est plus facile. Parce que dans certaines guerres, on peut pas aller à l'hôtel. J'habite dans des familles, par exemple. Souvent des familles très, très conservatrices, quand les guerres se passent au Moyen-Orient, par exemple. Et le fait que je sois une femme, ça aide. C'est pas plus dangereux parce que, d'abord, je dois beaucoup aux équipes avec qui j'ai tourné,
Il y avait beaucoup d'hommes à la caméra. Maintenant, il y a beaucoup plus de filles à la caméra, mais à l'époque, il y avait beaucoup d'hommes. Ils m'ont toujours beaucoup protégée, à part 3 ou 4 abrutis voilà, que j'ai rencontrés avec qui je n'ai plus jamais tourné. Mais autrement, la très très grande majorité m'a beaucoup aidée, et même les fixeurs sur place. Souvent, ils me disaient, Martine, non, tu as des enfants, fais attention, ne va pas là, c'est trop dangereux. Même les fixeurs que j'avais dans les pays du Moyen-Orient, que ça soit en Irak, et puis beaucoup plus tard en Syrie, en Libye, le fait d'être une femme, pour moi, comme journaliste, a toujours été un atout. Et même quand je suis allée au Pakistan, dans les zones où il y a les groupes fondamentalistes les plus féroces, où je suis allée parmi eux, je fais attention, je me mets pas en avant. Je laisse le caméraman devant pour qu'ils aient l'impression que ce soit l'homme qui commande. Moi, je suis là, je m'en fiche complètement d'avoir l'air de paraître petite main. Bon, je suis habillée correctement, voilà, les bras couverts, etc., etc. De toute façon, qu'on soit une femme ou un homme, on est un étranger pour eux, donc un ennemi. Mais à un moment, ils viennent me dire, c'est arrivé à chaque fois, écoutez, voilà, nos femmes sont de l'autre côté, est-ce que vous pourriez aller les voir? Elles seraient contentes de vous voir. Et moi, je franchissais en réalité les barrières de leur intimité, et j'allais voir les femmes, et même si je ne parlais pas leur langue, le dari, le pachtoun ou autre, je leur montrais des photos de mes enfants, je voyais leurs enfants, ça crée un lien. Dans une équipe, puisqu'on travaille à plusieurs, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Parce que c'est toujours pareil, dans les conflits, vous pouvez rester à la périphérie du conflit, c'est-à-dire aller dans les hôpitaux, voir les victimes, interroger des gens qui sortent de l'endroit où il y a des combats et qui vous racontent. Vous pouvez faire ça. Il y a des journalistes qui font ça. Après, est-ce qu'on va au milieu des combats? Ça, c'est une décision qu'il faut prendre à deux. J'ai remarqué que souvent, ceux qui tenaient la caméra avaient les sens très aiguisés. Ils ne voient qu'une partie de la réalité parce qu'ils filment, mais ils ont des sens aiguisés. Si le caméraman ne veut pas y aller, voilà, on n'y va pas. Mais il faut partir dans ces cas-là avec des gens avec qui on s'entend très bien. S'il arrive quelque chose, qu'ils ne vont pas vous laisser sur le terrain. Ça, c'est capital, la bonne entente. C'est-à-dire, on peut se disputer beaucoup, ça arrive. Quelquefois, dans les équipes, on peut vraiment s'engueuler. Mais sur le danger, sur les choses comme ça, il faut qu'on ait confiance l'un dans l'autre. Une fois, je suis partie avec un caméraman, je le sentais pas, je m'entendais mal avec lui. Et on a été pris dans une embuscade en Croatie. C'était en 93, les Croates nous tiraient dessus. Bon. Et puis après, on a quitté les lieux, il fallait courir dans un terrain accidenté. J'étais la dernière, j'avais un gilet pare-balles trop lourd, je suis tombée. Et là, je le savais pas à ce moment-là, mais je pouvais pas me relever, je me suis cassé la jambe. Donc je commençais à ramper, j'étais sous les tirs, et personne ne venait me chercher. Et en réalité, c'est un journaliste anglais et un casque bleu, ils sont venus me chercher sous les tirs et ils m'ont emmené dans leur propre voiture. Et je leur ai dit, mon équipe, mais après comment ça se fait que vous n'soyez pas venu me chercher? On est 3 dans la voiture, Et ils m'ont dit, bon, on s'est pas aperçu que tu n'étais pas là, dans la voiture. Bon, ok. Bon, ça c'est impossible de tourner à nouveau avec des gens comme ça, c'est pas possible. Étrangement, je ne l'ai pas dit à ce moment-là à la rédaction. Vous savez, on dit toujours ce qui se passe dans les équipes, de rester dans l'équipe. Je l'ai pas dit. J'ai pas dit qu'il m'avait laissé sur le terrain. J'ai pas dit ça. Le traumatisme, ça a été que 1 an après, on lui a donné à lui le prix Albert Londres. Donc bon, ok, très bien, super. Et après, je suis toujours partie avec des caméramans ou des filles en qui j'avais absolument confiance. Je savais que si j'étais blessée, ils viendraient me chercher. Ils me laisseraient pas comme ça. Et ça, c'est très, très important. Il m'est souvent arrivé d'avoir peur. Par exemple, quand je suis arrivée à Sarajevo, c'était en 1992, c'est le début du siège à Sarajevo. Il y avait quelques journalistes de presse écrite et il n'y avait pas de journalistes de télé parce que l'émetteur de la télévision avait été bombardé. Donc, de toute façon, c'était pas possible d'envoyer des images. Et aucun journaliste de télé n'avait réussi à rentrer parce que les Serbes bloquaient les alentours. Et j'étais avec une fille de Pharmaciens sans frontières et un médecin aussi de Médecins sans frontières. Et on est resté là pendant 1 semaine.
Tous les autres journalistes étaient partis parce que ils pensaient qu'on n'aurait jamais l'autorisation de passer. Et cette fille de Pharmaciens sans frontières qui s'appelait Isabelle Achour, pendant des jours et des jours, a discuté avec les Serbes pour nous laisser rentrer. Et un soir, les Serbes, fatigués de la voir en train de demander, nous ont dit « Allez, entrez ». Et on est rentrés, mais dans l'enfer absolu. Et vous aviez des obus qui tombaient toutes les minutes, des snipers partout qui visaient la voiture. On a passé une première nuit de cauchemar, vraiment horrible. La journée qui a suivi, c'était pareil. On habitait chez des gens, les hôtels étaient fermés. Et puis encore une deuxième nuit. Et puis le matin de la deuxième nuit, j'ai dit à Isabelle, c'est trop pour moi là. J'ai l'impression que je vais y passer. Puis j'ai des enfants. Puis elle me regarde là du haut de ses 27 ans et elle me dit, mais je peux pas partir, t'as rien vu. Et là, je me suis dit, oui, elle a raison finalement. J'ai rien vu, j'ai pas assez vu. Et je suis restée. Isabelle, j'avais une dette envers elle. Quand je suis rentrée dans Sarajevo avec elle, en 1992, c'est elle qui m'a dit « Mais tu peux pas partir, t'as rien vu ». Et du coup, c'est vrai que grâce à elle, parce qu'elle m'a dit cette petite phrase, je suis restée et avec le caméraman Jean-Marie Lemaire, on a fait un super boulot. Et nos cassettes, on en faisait 10 copies et on les donnait à des gens qui quittaient la ville à pied dans les montagnes. En espérant qu'une de ces cassettes allait arriver à destination, c'est-à-dire dans une autre ville de Croatie où c'était possible d'envoyer les sujets. Donc on a fait comme ça, on est resté 10-15 jours et on était exclusifs au monde, on était les seuls. Et je savais que Isabelle, pendant la guerre, en 94, elle était en Serbie. Et un jour, j'étais d'ailleurs aux États-Unis et je vois un entrefilé. Isabelle Achour a été tuée à Niš, qui est une petite ville en Serbie. Et ça, j'étais sidérée. Voilà, elle avait à peine 30 ans, assassinée en Serbie, et c'était pas clair les circonstances. Je savais qu'elle était fille unique. Parce que souvent, elle avait sa mère au téléphone, je l'entendais quand j'étais à Sarajevo avec elle. « Oui, maman, mais c'est rien, je t'assure, laisse-moi, je fais mon boulot, pas plus, parce que sa mère s'inquiétait forcément. » Et je rencontre sa mère et voilà, je l'ai revue de temps en temps. Et puis en 2001, je me suis dit quand même, cette histoire d'assassinat d'Isabelle, la version officielle, c'était que elle venait de chez son professeur pour apprendre le russe. Bon, elle voulait aller en Russie après. Et elle descend de chez son professeur avec le fils de son professeur. Elle travaillait à ce moment-là, Isabelle, pour ECHO, qui était la plus grande ONG de la planète et qui dépendait de l'Union européenne. Et elle rentre dans sa voiture siglée, avec les étoiles de l'Union européenne et tout. Elle monte dedans, c'est elle qui conduisait. À ce moment-là, version officielle. Un voyou arrive, poursuivi par la police. Il rentre par le siège conducteur, il pousse Isabelle, il fait une marche arrière, et puis tue Isabelle d'une balle dans la tête, il tue le fils de son professeur et il se suicide. Version totalement acceptée par le gouvernement français, puisqu'Isabelle était française, et complètement acceptée par l'Union européenne, Bruxelles. Ok, c'est normal, un voyou arrive, la tue, se tue, voilà. Bon. Et je décide finalement, avec la mère d'Isabelle, d'aller sur place et de faire une enquête et de voir exactement ce qui s'est passé. Et c'était donc longtemps après, puisque je suis là en 2001 et que c'est arrivé en 1994. Et je pars avec une toute petite caméra que m'avait prêté le poissonnier de la rue Mouffetard. Donc je pars sur mes vacances, hein. Et voilà. Et j'arrive là-bas, dans la ville de Niš. Et là, c'était comme si Isabelle avait été tuée la veille. Les gens étaient à vif sur cette histoire. Et petit à petit, j'apprends des choses. J'apprends qu'Isabelle avait découvert un asile d'handicapés mentaux où tous les handicapés étaient morts de froid l'hiver précédent et que l'argent de la communauté européenne avait été détourné. J'apprends qu'elle a eu un énorme clash avec les patrons de la communauté européenne quand elle les a menacés de révéler tout ça et qu'il y avait une énorme dispute là-dessus. J'apprends des choses comme ça qui ne collent pas tout à fait avec la version officielle.
Je récupère des images d'Isabelle quand la police la sort de la voiture et je sais pas, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Le patron d'Isabelle à l'époque, il avait arrêté de travailler pour la Communauté européenne, il avait une maison en Grèce. Et donc, je fais des interviews comme ça sur place. Je vais en Grèce aussi. J'essaie de le faire parler, je l'enregistrais sans qu'il s'en rende compte, mais il buvait beaucoup. Chaque fois que ça commençait à devenir intéressant, il fallait que je recharge. C'était un magnétophone à l'époque avec des bandes, etc. Il fallait que j'aille recharger ça dans les toilettes tout le temps. Enfin bref. Et puis, il confirme qu'il y a eu un énorme clash 2 jours avant avec les responsables de la Communauté européenne. Ça, il le confirme. Puis je rentre comme ça avec cette histoire et je me dis, il faut vraiment que j'en fasse un documentaire. France 2 était pas du tout intéressée. Donc je le propose à une petite chaîne, à Planète. Planète est intéressée et je prends un congé sans solde pour faire ce documentaire. À ce moment-là, Milosevic, le président de la Serbie, tombe. Donc je me dis, je vais avoir davantage de témoignages. Je retrouve son journal intime où étrangement, alors qu'elle notait tous les jours ce qu'elle faisait, etc., le journal intime s'arrête 2 jours avant sa mort, le jour du clash. Et je voulais pas qu'Isabelle, je dis une mort sans importance, parce que Isabelle, elle a fait un travail formidable. Quand Mitterrand est venu à Sarajevo au mois de juin 1992, on lui avait présenté Isabelle comme une héroïne. Et sa mort était passée complètement inaperçue, je trouvais ça injuste. Donc j'ai fait ce documentaire, et avant sa diffusion, je laissais entendre quand même que la Communauté européenne n'avait pas vraiment fait une enquête correcte. Et la Communauté européenne m'a attaqué pour empêcher la diffusion de ce documentaire. Et donc, je me suis retrouvée devant un juge avec une avocate qui connaissait pas très bien le dossier et des avocats internationaux pour la Communauté européenne qui m'ont défoncé pour diffamation, etc. Du coup, je me suis défendue moi-même, mais quand on se défend soi-même, on y met beaucoup trop d'affect. J'avais l'impression d'être trop emballée. Et la juge, je me souviens, a dit, très bien, moi je vais voir le documentaire ce soir et je rendrai ma décision demain. Elle a regardé le documentaire. Et le lendemain, la Communauté européenne n'a pas obtenu gain de cause, il y a eu des fusions, et même elle a été condamnée à payer aux dépenses, c'est-à-dire à payer aussi mon avocate et tout ça. Alors, je ne sais pas, la version officielle, est-ce que c'est un contrat sur Isabelle? Est-ce que c'est commandité? Qui l'a commandité? J'ai pas réussi à le savoir. Ce qui comptait, c'était que cette fille, elle avait fait des choses extraordinaires, qu'elle avait été assassinée et que tout le monde s'en foutait. La France, comme la Communauté européenne. Donc, j'ai fait un documentaire pour elle. Il fallait que je le fasse. C'était un devoir vis-à-vis d'elle. C'est un documentaire qui est sorti donc en 2001 sur la chaîne Planète. Les critiques ont été bonnes. Je lui parlais dans le documentaire. Je lui dis, tu vois, Isabelle, c'était quelque chose de personnel. Mais en même temps, je faisais une enquête. Je pense que c'est le documentaire dont je suis le plus fière, finalement. Il est imparfait, j'ai pas découvert la vérité, mais j'ai rendu hommage à Isabelle. J'ai payé ma dette, la dette de Sarajevo. Merci d'avoir écouté ce 4e épisode de la saison de Destin, consacré à Martine Laroche-Joubert. Destin est un podcast énergie imaginé par Sarah Conan. Rédaction en chef et interview, Anaïs Kopman. Production, Anne-Cécile Kiry. Réalisation, Cédric Ledoré. À très vite pour un nouvel épisode.